De bevrijding van België betekent nog niet het einde van de Tweede Wereldoorlog. In onze vaderlandse geschiedenis begint een nieuw hoofdstuk. De Belgische regering keert pas op 8 september 1945 terug uit Londen, een paar dagen na de bevrijding. Heel even heerst er dus volledige wetteloosheid. Collaborateurs, of zij die van collaboratie verdacht worden, ondergaan de volkswoede, zowel mannen als vrouwen. Le gouvernement belge immédiatement a pris la femme de Léon de Grelle. Ils ont été, elle a été en prison immédiatement, le jour même. Et les enfants, on les a mis dans un hospice, pour un orphelinat. Tout ce qu'on a dû lui faire passer, ça a dû être atroce, atroce, atroce. Elle a été marquée. Et les sœurs de mon grand-père, elles ont été rasées la tête et promenées dans les rues. Hein. Ils ont été tous punis. Ma grand-mère, les parents de Léon de Grelle aussi, ils avaient 90 ans ou 95 ans et ils ont été mis en prison. Ça a été très très dur. Hein. Samen met de geallieerde troepen verschijnen ook leden van het verzet op het toneel. In de Oostkantons vereffenen sommige verzetslieden hun rekeningen met geweld. De repressie houdt geen rekening met de bijzondere situatie van Duitsstalig België en de rechters spreken niet eens Duits. De gerechtelijke repressie wordt heel snel georganiseerd. Omdat de oorlog nog niet voorbij is, moeten militaire rechtbanken de collaborateurs berechten. Op 29 september 1944 wordt het eerste vonnis uitgesproken. En in december wordt Léon de Grelle bij verstek ter dood veroordeeld. Donc ici, on a en quelque sorte le jugement qui est prononcé le 27 décembre 1944. Léon de Grelle n'est pas présent, donc on l'accuse d'un certain nombre de choses et il est condamné à mort. Donc pour vous, ce dossier, ce jugement, ça représente quoi? C'est la première fois que vous le voyez? C'est la première fois que je le vois. Et la première chose que je sens, c'est que c'était un jugement absolument injuste. C'est une vengeance, c'est pas un jugement. Dans l'année 2020, croire que juger quelqu'un dans l'état d'esprit qu'il y avait dans cette situation, les circonstances de la guerre, c'est juste, et que c'est écrit, les accusations sont vraiment réelles, c'est une hypothèse, c'est impossible. Donc ça n'arrivera jamais. Donc vous ne faites aucune confiance dans la justice militaire belge telle qu'elle s'exprime à la sortie de la guerre? Aucune, ni avec lui, ni avec personne. Aucune, c'est normal. Il y a une tension énorme, des problèmes énormes, et alors ça veut dire que sûrement ces juges ne peuvent pas travailler avec liberté, même pas d'opinion, c'est-à-dire vraiment,
il était accusé avant de le juger. Il était déjà accusé. Pourquoi? Parce qu'il a lutté avec les Allemands. Bon, mais peut-être il s'est trompé. Il s'est trompé d'être avec les Allemands. Et le fait d'avoir porté un uniforme ennemi, pour vous, n'est pas... Ennemi, il avait conquis le pays. La Belgique n'existait plus. In december 1944 wachtte Léon de Grelle en zijn Waaslegioen aan de Duitse kant van de Belgische grens op het laatste Duitse offensief. Het Ardennenoffensief start begin december, maar loopt al een maand later vast. De Grelle heeft alle hoop verloren om ooit nog als overwinnaar naar België terug te keren. In april 1945 bereikt hij Denemarken en vandaar vlucht hij naar Noorwegen. Een Duitse bommenwerper brengt hem dan naar Spanje. Il a eu un crash avec son avion à Saint-Sébastien. Il a été opéré, non? Et on va dire que le régime de Franco n'était pas vraiment content de l'avoir ici. Ça lui compliquait, à niveau international, ça compliquait un petit peu la vie à l'Espagne. La phalange, de l'autre côté, absolument, il était pour le protéger. Au début, il a passé des années caché, protégé par les gens du régime, mais en cachette. Au printemps 1945, elle avait traversé le Brenner à pied avec sa sœur et son amie. Elle s'est retrouvée dans l'Italie du Nord, qui était occupée par les Américains à ce moment-là. Ma mère, qui était toujours très dynamique, se disait la meilleure façon c'est de ne pas se cacher pour vivre, mais alors que sa sœur et son amie, elles se cachaient dans leur chambre, dans la petite pension où elles étaient. Et ma mère, je ne sais pas ce qu'elle avait comme activité de sa journée, et un jour elle rentre et l'hôtelier lui dit « Ah mais votre sœur et votre amie ont été arrêtés par les Américains ». Elle est allée se présenter à l'entrée du camp, elle a dit « Voilà, je veux rejoindre ma sœur et son amie ». Et alors, elles ont été renvoyées vers la Belgique en train. Elles ont été reconnues en prenant un tram pour rejoindre le domicile familial. Le conducteur du tram les a reconnues parce qu'il habitait dans le même quartier. Et c'est un bon bruxellois qui a crié « Dat zijn Zwette, dat zijn Zwette ». Ce sont des Noirs, ce sont des Noirs. Et donc là, elles se sont senties vraiment... mal prises, quoi. Et elles ont été arrêtées dans les heures ou les jours qui ont suivi. Ma mère et sa sœur ont été emprisonnées. Ma tante, je crois que c'est très peu de temps, mais ma mère, par le fait qu'elle avait eu d'autres relations avec d'autres gens, elle m'a toujours dit qu'elle a été emprisonnée 16 mois à la prison de Forêt. In Europa eindigt de oorlog op 8 mei 1945. Nazi-Duitsland is overwonnen en ondertekent de onvoorwaardelijke capitulatie. Ook Belgische collaborateurs die zich in Duitsland schuilhouden, worden nu opgespoord. De staatsveiligheid arresteert de ene na de andere en repatrieert hen naar België voor hun proces. Het is een lange operatie en vaak wordt erover gemarchandeerd tussen de Russen en de Westerse geallieerden. De Russen wisselen veel voortvluchtige Belgen uit. Quand la guerre a été terminée, ils ont fui à Blankenberg, où là ils ont monté une pension de famille. Ils ont été arrêtés le 10 août 1946. Tous les deux. Le jugement a été fait au mois de mai, où lui avait 9 ans de prison et elle perpétuité. De naoorlogse repressie treft 100.000 mensen. Militaire rechtbanken veroordelen 53.000 van hen. De straffen variëren van ter doodveroordeling tot opsluiting, geldboetes, verlies van burgerlijke en politieke rechten, verlies van nationaliteit, ontzegging van toegang tot sociale bijstand, wederopbouw of de universiteit. Ook privé- en beroepsorganisaties voeren interne zuiveringen door. De Orde van Geneesheren bijvoorbeeld, maar ook de journalisten, advocaten en sportverenigingen.
De kinderen van de veroordeelde ondervinden daarvan de gevolgen. Ici, je vois qu'il y a 3 lettres de ma mère. Et elle écrit « Je prends la liberté de me rappeler à votre bon souvenir pour vous exposer le fait suivant. Depuis notre arrestation en notre domicile à Blankenberg, le 10 août dernier, mon mari et moi sommes sans nouvelles bien définies de notre petite fille âgée de 2 ans. Triste conséquence de notre arrestation. Depuis, nous ne savons où est notre petite fille. » La petite fille, c'est vous? C'est ma sœur. C'est votre sœur. Ne croyez-vous pas qu'après une arrestation si brutale que la nôtre, sans nous permettre de revoir une dernière fois notre enfant? Mais savoir qu'un enfant de 2 ans était comme ça seul, ça m'attriste. Elle écrit « Monsieur l'auditeur, je tiens à vous faire savoir que j'ai mis au monde une petite fille de la maternité de l'établissement de Saint-André. J'aurais aimé que mon mari puisse la voir. Ne pourriez-vous ordonner son transfert à Verviers pour quelques jours ?» Elle était bel et bien enceinte de vous. Oui. Et vous êtes né finalement... En prison. En prison à Saint-André-les-Bruges. Ma sœur avait 2 ans. Et moi, Donc, je suis née là, en prison. Et nous avons été placés dans un orphelinat, les Sœurs Saint-Vincent de Paul. Voilà, où on est resté, ma sœur jusqu'à 10 ans et demi, et moi 8 ans. Ma maman est née en 1937 et donc à la sortie de la guerre, elle avait 8 ans. Et quand son papa a donc été emprisonné de 1946 à 1948. Elle a directement été placée dans différents internats disséminés au sein de la Belgique, aussi bien en Ardennes qu'en région flamande. Et elle s'étonnait de ne pas voir régulièrement son père. J'étais habituée à ça, hein. Donc la vie à l'orphelinat, pour moi, ce n'était rien du tout. J'étais bien. J'ai vu de temps en temps mon père qui venait nous voir au parloir. Et de temps en temps, nous prenait le week-end, enfin un jour plutôt, un week-end certainement. Et il était même avec une maîtresse. Je m'en souviens toujours de ça. On devait l'appeler marraine, mais le jour où ma mère est sortie de prison, cette marraine n'était plus là, quoi, hein. Rechtspreken binnen de erg krappe termijnen is een hele uitdaging. Bovendien worden de grote processen van kort na de oorlog breed uitgesmeerd in de pers. Onder meer die van de Beulen van Breendonk of de moordenaars van Courcelles. De krijgsauditeurs spreken de zwaarste straffen uit. 237 Belgen en 5 buitenlanders worden gefusilleerd. Naar verhouding krijgen meer Franstaligen de doodstraf. Het weerspiegelt de diepe afschuw die de Belgische samenleving heeft ten aanzien van de collaboratie. Het is ook de laatste keer dat de doodstraf in België wordt uitgevoerd. Ce document officiel stipule bien que suite aux dénonciations de votre maman, 5 personnes ont été arrêtées pendant plus d'1 mois et quelques-unes ont été déportées, en l'occurrence 2 personnes, et manifestement, ces personnes ne sont jamais revenues d'Allemagne. Ils sont morts, quoi. Elles y sont mortes. Hein. Suite aux dénonciations de votre maman, elle aurait pu être condamnée à mort pour ces faits. Et si elle ne l'a pas été, c'est très vraisemblablement parce qu'elle était enceinte. Et enceinte... de moi. De vous. De vous. J'ai appris des choses. Par exemple, que ma mère était condamnée à mort, mais comme elle m'attendait, alors c'était la perpétuité. Et... In november 1945 staan 24 kopstukken van het Derde Rijk terecht voor samenzwering, misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
Het proces van Nuremberg is het eerste internationale strafhof. In België volgen de eerbetuigingen aan de helden elkaar op. De Britse maarschalk Montgomery, Winston Churchill, generaal de Gaulle, de Amerikaanse generaal Eisenhower, maar ook vele duizenden burgers die zich door hun moed hebben onderscheiden. Je vois ici une enveloppe envoyée à mon grand-père le 19 juillet 1946, qui vient de l'ambassade britannique. Monsieur Fernand Meunier, au nom de leur gouvernement, l'ambassadeur de Grande-Bretagne et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, vous prie de leur faire l'honneur d'assister à la cérémonie qui aura lieu le samedi 27 juillet à 15 h au Palais des Sports. Au cours de cette cérémonie, il vous sera remis les diplômes accordés à 1300 citoyens de l'agglomération bruxelloise qui ont participé activement à l'hébergement et à l'évasion de soldats et d'aviateurs. Je connaissais le diplôme, mais... Je connaissais le diplôme, mais je ne savais pas qu'il y avait eu un décorum tout à côté, qu'il y avait eu une cérémonie comme ça, quoi. Alors que ces enfants sont en prison. Monsieur le substitut, veuillez trouver ci-joint une lettre de l'ambassade de Grande-Bretagne à Bruxelles m'invitant à retirer le diplôme numéro 13984 octroyé pour aide et hébergement donné à un soldat anglais sous l'occupation allemande de la Belgique. Ne pensez-vous pas, monsieur le substitut, que plus d'1 an de cellule est déjà une forte punition pour avoir cru en un avenir meilleur et que leur état de santé doit s'en ressentir fortement? Si vous ne pouvez les remettre en liberté provisoire, je vous serai obligé de bien vouloir les laisser passer devant la chambre du Conseil qui, j'en suis persuadé, leur accordera cette liberté, vu leur année d'internement, leur jeune âge et le peu de gravité de leur cas. À la sortie de prison, elle est retournée vivre chez ses parents et elle a pu retrouver du travail de secrétariat par des liens familiaux, des gens qui avaient une entreprise. Et c'est comme ça qu'elle a eu des petits boulots. Et c'est en l'été 1947 qu'avec sa sœur et son amie avec laquelle ils avaient fait toutes les pérégrinations, elles ont été passer des vacances à la mer, à Westend, et mon père campait dans les dunes de Westend et par une dame russe commune à toutes ces personnes, ma mère a fait la connaissance de celui qui va devenir mon père l'année suivante. Ils se sont mariés en 1948, je suis né en 1949 et puis voilà, on a habité l'agglomération bruxelloise et à cette époque-là, le lendemain était toujours meilleur que la veille et donc on a progressé. Families die getroffen zijn door de zuivering verhuizen vaak. Ze veranderen hun naam en houden zich gedijst. De rijkeren vliegen naar warmere oorden om daar een nieuw leven te beginnen. De armere gezinnen trekken naar een andere Belgische stad. België kent een economische heropleving. Er moeten nieuwe woningen worden gebouwd en de infrastructuur moet worden hersteld. Toch is er nog niet meteen sociale vrede. Koning Leopold III wordt op 7 mei 1945 in Duitsland bevrijd. Maar zijn standpunten tijdens de oorlog blijven de publieke opinie verdelen. Door de politieke omstandigheden kan hij nog niet naar België terugkeren. Hij wordt vervangen door zijn broer Karel, die tot regent wordt verkozen. De zogenaamde koningskwestie leidt tot een opstand, vooral in Wallonië. Het komt tot bloedige protesten. In Graz-Berleur vallen zelfs 4 doden. Daarop volgt een gewelddadige algemene staking. Door de crisis doet Leopold III op 16 juli 1951 troonsafstand ten gunste van zijn zoon Boudewijn. Monsieur l'auditeur général, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon grand-père a été interné le 24 octobre à
1944 à l'initiative de la Sûreté de l'État agissant d'office. On a saisi chez l'intéressé une somme de 449 800 francs. Je dirais que ça correspondrait à peu près à la même somme en euros. Ah, d'accord. Ce qui n'est quand même pas mal, Ouais. même pour un assez haut fonctionnaire. Surtout en temps de guerre, je suppose. Oui, surtout en temps de guerre. Il va obtenir un non-lieu après avoir eu quelques ennuis d'ordre judiciaire. C'est ce qui expliquerait aussi que la plupart de ces directeurs de tous les offices centraux ont effectivement bénéficié d'un non-lieu parce qu'on devait conserver leur expérience pour relancer leur capacité d'expertise, leur dynamisme pour relancer la machine économique. België heeft mankracht nodig. De Belgische regering moedigt de opgesloten collaborateurs aan om te werken. Die prestaties kunnen een positief effect hebben op hun verzoek tot vrijlating of kwijtschelding van hun straf. Ze kunnen in de gevangenis werken of daarbuiten, in de bossen, in de fabrieken, op de akkers of in de mijnen. Il avait travaillé dans la mine aussi. Et ça, je trouvais quand même très bizarre, parce que vous savez que les gens, on leur proposait après-guerre, les collaborateurs, les types qui avaient été dans la Légion wallonne, etc., ils pouvaient se refaire une sorte de virginité en allant travailler dans la mine. Het dossier van Georges Robert brengt nog enkele verrassingen aan het licht. Na zijn vrijlating begint hij mensen op te lichten. Hij stelt ontredderde families voor om tegen betaling vermiste familieleden op te sporen. Het regent klachten van opgelichte slachtoffers. Maar Philippe de Bruyn wil vooral weten wat Georges Robert tijdens de oorlog deed. Was hij echt een SS'er bij het Waals Legioen? En accomplissant sciemment pour l'ennemi des tâches de combat, de transport, de travail et de surveillance qui incombent normalement aux armées ennemies ou à leur service, notamment en qualité de membre de l'organisation TOT. Donc il faisait partie de l'organisation TOT, pas vraiment de la Wehrmacht ou de la Légion wallonne. Non, donc l'organisation TOD était une organisation liée au parti nazi. Oui. Et qui se chargeait en quelque sorte du génie et des travaux de construction lourde. Et c'est notamment cette organisation TOD, militarisée et portant un uniforme, mais pas du tout totalement armée, qui s'est chargée de la construction du mur de l'Atlantique. C'est ça. En découvrant son dossier, j'ai surtout découvert que j'avais affaire à un type minable. Un pauvre type, dans le fond, un sournois, un malhonnête. Mais ce n'était pas le gars qui avait été se battre sur le front de l'Est ou quoi. Je comprends peut-être mieux son parcours en voyant que finalement, il a toujours vécu des échappatoires et d'histoires comme ça, mais il a toujours bricolé sa vie sur le dos des autres, sur le dos des plus faibles que lui, il les a roulés, etc. Mais quelle triste vie, ça c'est ma conclusion. Ce type a eu vraiment une vie de pauvre type, quoi, une triste vie. Que ça me semble tellement hallucinant, tout ça. Oui. Mais quand je lis tout ça, je me dis non, c'est dans la continuation Oui. de son comportement. C'était un tordu de A à Z, et il ne s'y retrouvait plus lui-même dans son propre personnage. Et ça m'apprend aussi de me dire qu'il n'y a qu'une chose qui compte dans la vie, c'est la réalité, c'est la vérité. Et le restant, c'est du sable, c'est du vent. In de Oostkantons sluit de bevolking zich op in stilzwijgen. Een stilte die nodig is om voortdurende conflicten te vermijden. Een groot deel van de bevolking is pro-Duits geweest en wordt nu onderdrukt. Van de 60.000 Duitsstaligen zijn 3.400 jonge mannen niet van het front teruggekeerd. Een verlies dat zwaar weegt en niet ontkend kan worden. Ze zijn zogenaamd aan het Oostfront gesneuveld. Meer uitleg krijgen de families niet. Le mot-clé pour cette phase-là, c'est la paix sociale. Pour la paix sociale, on n'en parlait pas. Et donc c'était surtout primordial au sein d'une même famille.
Mais je sais que via les autres membres de famille, notamment ma mère, que mon grand-père, il a clairement fait allusion au fait qu'ils auraient été nazis. Et ma mère et mes tantes et oncles ont toujours pensé que leur père avait probablement exagéré. Maintenant, en ayant fait des recherches à ce niveau-là, je comprends beaucoup mieux, et ma mère et mes tantes et oncles comprennent beaucoup mieux les tensions qu'il y a eu à la maison, des tensions tacites qui n'étaient souvent pas verbalisées. En faisant des recherches sur l'histoire familiale, j'ai trouvé une grande photo où il est représenté avec le roi Baudouin qui lui serre la main. C'est une photo qui date de 1956, lorsque le roi Baudouin rend visite au canton de l'Est. Et il va aussi se rendre au cimetière militaire, au cimetière d'honneur à Eupen. Et il va être reçu par les différentes associations d'anciens combattants. Ils ont combattu en uniforme allemand. Et donc c'est en quelque sorte un geste de réconciliation de la part du roi. Tijdens zijn onderzoek ontdekt Philippe Beck dat zijn aangetrouwde grootvader, Lambert Malmandier, afkomstig was van de gemeente Kelmis en lid was van het bevrijdingsleger. Beck ontdekt dus dat in zijn eigen familie een voormalige verzetstrijder getrouwd was met de dochter van een ex-lid van de nazi-partij. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que voilà, il y a l'ancien résistant, mon grand-père, originaire de la Calamine, qui reste invisible, alors que son beau-père, ancien membre du NSDAP et soldat dans la Wehrmacht, il serre la main du roi. C'est un peu curieux, n'est-ce pas? In Spanje is de economische situatie na de oorlog rampzalig. De internationale gemeenschap veroordeelt bijna unaniem het regime van Franco. Maar Franco profiteert van de Koude Oorlog en komt dankzij zijn fel anti-communistisch beleid in het gevlei van de Amerikanen en de Britten. Léon de Grelle hoeft in dat klimaat dan ook niet langer ondergedoken te leven en kan weer pronken in een nazi-uniform. Je le voyais régulièrement. On allait plutôt chez lui. Sortait très peu, mais petit à petit, il a commencé à être plus calme et il vivait dans le sud de l'Espagne plutôt. Il vivait à Séville, dans les montagnes de Séville, où il avait fait construire un palais. Il habitait dans un palais qui s'appelait La Carlina. On voyait qu'il vivait confortablement, entouré d'œuvres d'art, entouré, si c'était possible, de beauté. België eert zijn slachtoffers. En dan vooral de krijgsgevangenen en de gevangenen die uit de kampen terugkeren. Politieke gevangenen en verzetslieden. Elk jaar is er een herdenkingsplechtigheid in Breendonk, het enige martel- en vernietigingskamp op Belgisch grondgebied. En een ceremonie in het ereperk der gefusilleerden in Brussel, bij de Nationale Schietbaan. De uitroeiing van 5 tot 6 miljoen Joden, politieke gevangenen en verzetslieden doet vraagreizen over onze onmenselijkheid. Die vragen worden nog explicieter door belangrijke documentaires en films, zoals Nuit et Brouillard van Alain Resnais in 1956, Shoah van Claude Lanzmann in 1985 en Schindler's List van Steven Spielberg in 1993. In het collectieve geheugen is de Tweede Wereldoorlog niet alleen de meest vernietigende oorlog in de geschiedenis. Het is ook de oorlog waarin een aantal landen collectief verantwoordelijk waren voor een georganiseerde genocide op industriële schaal.
Il n'a jamais abandonné ses idées. Il n'a jamais cru ou voulu croire qu'il y a eu vraiment des exterminations. Il n'a jamais cru, mais jamais. Du fond de son cœur, il ne pouvait pas le croire. Il a essayé de donner des explications pourquoi ça a pu arriver ça. Sûrement, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Il ne pouvait pas vraiment croire ça. Ça, c'est une chose qu'il m'a toujours dit. Je pense que quand on a sur sa conscience une guerre, des morts, etc., ses amis qui sont morts dans la guerre avec lui, etc., mais ça, tu ne peux pas te repentir. In 1994 overlijdt Léon de Grelle in ballingschap in Malaga, omringd door zijn Belgische en Europese bewonderaars. Maar de reksistische en fascistische ideologie is niet geëindigd met de oorlog. Quand il est décédé, mais tout à coup, on était au cimetière et tout ça, enfin. Et alors, tout à coup, il est apparu plein de monde. Plein de monde, mais des mondes de sa politique. Des gens qu'on ne connaissait pas du tout. La famille, on ne savait pas qui c'étaient ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Mais c'était une vraie petite armée. Hein. Je vous parle de centaines de personnes organisées, etc., qui savaient exactement quel était le testament politique, ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que la famille, on était un peu comme, je ne sais pas si comme des étrangers dans cette situation. C'est-à-dire que, on va dire qu'il y a une organisation qui a pris le contrôle. Et nous, on ne s'était jamais rendu compte que ça existait, ça. Si mon père n'était pas mort en 1944, ma vie aurait été complètement différente s'il avait vécu. Mon père était avocat, j'avais certaines facultés intellectuelles, je serais aussi devenu avocat, j'aurais aussi fait de la politique. J'ai quitté la famille d'extrême droite et j'ai commencé à fréquenter des gens du centre. Et puis des gens de gauche. Et puis des gens d'extrême gauche. Et puis ultra-gauche et puis anarchiste. Je lui en veux parce que finalement j'ai raté mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune femme, de femme. Et maintenant, bon, en étant plus âgé, ça va mieux, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir une autre vie, parce que finalement, la première fois que je me suis mariée pour avoir la paix. Hein. Je voulais plus rien savoir d'elle et tout ça, quoi. Donc je ne suis pas mariée par amour. Hein. Ça, je lui reproche parce que j'aurais pu être quelqu'un d'autre. Je m'étais dit, mais à quoi ça sert d'avoir vécu tout ça? À quoi ça sert d'avoir fréquenté ce bonhomme qui m'avait littéralement foutu en l'air, quoi. Et j'étais honteux, j'étais un honteux. Honteux d'avoir fréquenté ce type, honteux d'avoir tout ce sentiment en moi, et j'ai eu besoin d'une solide psychothérapie pour m'en sortir, ça c'est certain. De kelders van het Rijksarchief bewaren voor toekomstige generaties de herinneringen aan meer dan 53.000 Belgen die wegens collaboratie veroordeeld zijn. Dat was een aanzienlijke gerechtelijke inspanning, uniek in Europa. En de kwaliteit van het archief staat buiten kijf. De wetenschappelijke en gerechtelijke wereld wil dat de betrokken families gemakkelijker toegang krijgen tot deze archieven. De huidige aanvraagprocedure blijft ingewikkeld en er is nog altijd een speciale toestemming nodig van het college van procureurs-generaal. Een nieuwe wet zou het gemakkelijker moeten maken om de dossiers te raadplegen. De nakomelingen zullen daarin kostbare informatie vinden om zich te bevrijden van onuitgesproken vermoedens, onbeantwoorde vragen of foute veronderstellingen. De emoties van de betrokkenen lopen uiteen. Bij de ene is er ontkenning, bij de andere empathie en nog anderen willen gewoon begrijpen zonder te oordelen. Ça m'a fait du bien d'en parler et ça m'a fait du bien de découvrir le personnage.
Ça a répondu à pas mal de questions que je me posais à son égard. Je m'en porte mieux parce que je suis débarrassé de ce truc. Je suis débarrassé de ce boulet que je traînais depuis des années. Pour moi, ça a été très dur d'affronter tout ça. Maintenant, je suis contente de savoir tout ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il faudrait que d'autres personnes aient également le courage d'avancer pour que, une fois pour toutes, dans un petit pays comme le nôtre, on tourne cette page douloureuse. J'espère que d'autres personnes pourront faire ce pas et se soulager eux-mêmes aussi de ce poids historique qui se transmet de génération en génération. C'est la première fois que je prends contact avec une autre réalité, que ce n'est pas la réalité que j'ai en Espagne. Et grâce à ça, j'ai eu l'occasion un peu de voir l'autre côté de ce que c'est l'histoire de Léon de Grelle. Je suis très fier de mon grand-père, de Léon de Grelle. Je voudrais dire pardon à tous les gens qui ont souffert. Et je voudrais demander des excuses que je suis sûr que mon grand-père l'aurait fait, parce qu'il n'aurait jamais voulu que personne souffre. Je trouve qu'il n'y a pas à y avoir de tabou par rapport à cette époque, par rapport à cette période. Il n'y a pas de jugement non plus à porter, parce que c'est peut-être trop facile de juger avec ce qu'on sait. Il faut remettre tout dans le contexte et c'est là où les historiens l'apport des historiens est important. Qu'est-ce que moi j'aurais fait en ces temps-là? Et ça m'apporte ce genre de questions. Alors il est évidemment facile peut-être d'y répondre en connaissant l'histoire, mais au moment même, dans les circonstances de l'époque, la question me taraude encore toujours à l'heure actuelle. J'ai poursuivi mon chemin jusqu'au point d'aller visiter le camp d'Auschwitz la semaine passée. Ça n'a pas été des plus faciles parce que je pense que la visite du camp d'Auschwitz n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose d'éprouvant. Mais je suis très content de l'avoir fait parce que ça m'a permis de pouvoir estimer ou approcher jusqu'où l'âme humaine peut aller et quels sont les tréfonds de l'horreur. Ça permet de pouvoir avancer, de pouvoir continuer à lutter contre ces idéologies mortifères. Et c'est peut-être là l'importance de ce devoir de mémoire, entre guillemets, j'aime pas trop le terme de devoir, mais de ce processus de mémoire, en tout cas.